L'actualité en ce mercredi reste l'attaque contre le siège du journal Charlie Hebdo à Paris. Le bilan de cet attentat perpétré en plein cœur de Paris fait état de 10 journalistes et 2 autres personnes tuées. L'attaque de Charlie Hebdo relance à nouveau le débat sur le risque que comporte le métier de journaliste. L'information peut en effet avoir un prix fort. Le journaliste en paie souvent les frais. À suivre le commentaire de la rédaction dans un instant. Et puis 6 malfrats réputés dans le vol de véhicules viennent d'être arrêtés par la police nationale. Ces derniers ont été présentés ce matin à la presse, les Échos, dans ce journal. Vous êtes sur Dunia TV et vous ne serez pas mieux ailleurs, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons justement ce journal avec l'actualité internationale, plus précisément en France. Les images tournent en boucle un peu partout dans le monde. Fusillade nourrie, des policiers à bout portant tués et des mares de sang devant le siège parisien de Charlie Hebdo. Une folie meurtrière racontée par les témoins de cette tuerie en plein cœur de Paris. Retour sur cet événement. De l'attaque mercredi matin ont été filmés par une caméra amateur. Ces hommes cagoulés munis d'armes automatiques sortent de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Quelques minutes plus tôt, du haut d'un toit, les journalistes d'une société de production voisine filment la scène. Ils se cachent eux aussi. Leur directeur sera le premier à découvrir le massacre. Ils sortent là, ils sont là. Je suis arrivé quelques secondes après les dernières rafales apparemment et je suis rentré le premier dans les bureaux de Charlie Hebdo. Et évidemment, c'était un carnage absolu et j'ai essayé de porter secours aux dernières personnes vivantes avec un médecin qui était là aussi. Je crois que l'assaut a duré vraiment assez longtemps, en tout cas plusieurs minutes. Après, c'est le balai des ambulances et des renforts de police. Les assaillants sont repartis, non sans avoir tiré sur les premiers policiers arrivés sur place. Un policier blessé a été abattu froidement. On parle vite d'une dizaine de morts. Au fil des heures, on apprendra le décès des dessinateurs vedettes Charb, Cabu, Wolinski, Tignous, de l'économiste Bernard Maris également. Des voisins racontent leur peur. La gravité de l'événement s'impose immédiatement. J'ai essayé de réfléchir sur le passé. Il y a eu quelques tirs contre des journalistes historiques. Jaurès, le patron de l'humanité, assassiné. Mais là, ce qui s'est passé là, jamais. Les politiques aussi ont pris la mesure du drame. Très vite, le président de la République arrive sur les lieux. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur et du maire de Paris. Une réunion de sécurité est annoncée pour le début de l'après-midi. Cette réunion au plus haut niveau a lieu à l'Élysée. Les principaux ministres du gouvernement sont là. Le plan Vigipirate est élevé au niveau le plus haut. Tous les moyens du ministère de l'Intérieur et de la Justice sont mobilisés de manière à ce que l'enquête se déploie rapidement et qu'elle puisse permettre d'identifier les auteurs et de procéder à leur arrestation de manière à ce qu'ils soient punis avec la sévérité que l'acte barbare qu'ils ont commis mérite. En fin d'après-midi, les secours et la police étaient toujours sur place, rue Nicolas Appert. Le Premier ministre, à son tour, a fait une visite. Les assaillants sont toujours en fuite. Ils ont abandonné leur voiture dans le nord de la capitale. Et c'est une vague d'indignation qui s'est emparée du pays. Beaucoup de réactions en France, beaucoup d'émotions aussi, notamment sur les réseaux sociaux qui ont immédiatement manifesté leur soutien aux victimes de cette attaque contre Charlie Hebdo. Un rassemblement se tient en ce moment même, place de la République à Paris. Richard Lenoir qui débouche sur la rue Nicolas Appert où se trouvent les locaux de Charlie Hebdo à une centaine de mètres derrière moi. Écoutez, l'ambiance est un petit peu particulière. Il y a du recueillement, il y a de l'effroi, il y a de l'indignation, il y a de la colère. Des gens sont venus déposer des bougies, mais évidemment, avec la journée, eh bien, ce monde a eu tendance petit à petit à s'amenuiser. Une grande partie des gens sont en train de se diriger du côté de la place de la République aujourd'hui, d'autant plus que le quartier est encore bouclé. Il faut savoir que la police scientifique procédait
à l'investigation, à l'analyse de données sur l'ensemble des véhicules qui étaient garés dans cette rue. Jusqu'il y a peu, j'ai vu passer un certain nombre de cars de CRS qui devaient ramener vraisemblablement des policiers, mais pour l'heure, le quartier est toujours bouclé. De nombreuses rues qui permettent l'accès à ce quartier sont bouclées aux véhicules à moteur. On peut y venir à pied, mais la présence policière est très très importante sur place. Vous avez évoqué ce rassemblement, Michel, dans les environs. Est-ce que vous avez aperçu des mouvements? Est-ce que les Parisiens et les habitants de la région parisienne viennent ce soir à ce rassemblement? Écoutez, Mohamed, on peut imaginer que oui, pour plusieurs raisons. D'abord, les réseaux sociaux ont martelé le message tout au long de la journée. Je suis Charlie, comme vous en parliez tout à l'heure. Ensuite, il est vrai que le symbole de cette attaque effroyable dont Charlie Hebdo a été l'objet aujourd'hui touche au plus profond l'ensemble des citoyens, évidemment l'ensemble de la classe des journalistes. Je me sens aussi touché, j'ai été choqué aujourd'hui de ce qui s'est passé parce que ce sont des confrères qui ont été visés, donc on se sent aussi atteint soi-même. Donc on peut imaginer ce soir qu'à Paris, mais ailleurs d'ailleurs en France, puisque d'autres rassemblements ont été prévus, annoncés, les gens ont été conviés à s'y rendre, on peut imaginer qu'il y aura passablement de gens qui vont se déplacer pour manifester leur solidarité et leur colère avec cet acte de barbarie aujourd'hui. François Hollande, le président français a tenu une réunion de crise. Il s'était auparavant rendu sur les lieux du drame. Il est même entré dans les locaux de Charlie Hebdo où gisaient encore les victimes. François Hollande, que je vous propose d'écouter. Est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Quelques réactions internationales à présent. La chancelière Angela Merkel s'est dit bouleversée. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a condamné en langue française cet attentat. On l'écoute. M'adresser directement aux Parisiens et à tous les Français pour leur dire que tous les Américains se tiennent à leur côté, non seulement dans l'horreur, la colère et la condamnation de ce terrible acte de violence, mais que nous sommes également solidaires de votre engagement dans la bataille, la lutte contre l'extrémisme et de votre détermination à protéger la valeur qui fait si peur aux extrémistes et qui a toujours uni nos deux pays. La liberté, c'est ça. Charlie Hebdo avait déjà été la cible d'actions criminelles. Voyez ce rappel. Caricature du prophète Mahomet, du pape, de François Hollande, les unes chocs et sulfureuses de Charlie Hebdo ne manquent pas. Célèbres dans le monde entier, elles ont fait souvent couler beaucoup d'encre. La vie de Mahomet en bande dessinée est l'une des dernières publications du journal satirique français ayant provoqué une onde de choc. Charb, qui était l'un de ses auteurs avec Zineb, expliquait à l'époque que ses dessins visaient les intégristes et non les musulmans dans leur ensemble. Quand on utilise l'image du prophète dans des dessins d'actualité, c'est pas pour ridiculiser le prophète ou ridiculiser Mahomet, ça n'a pas tellement de sens. C'est pour ridiculiser ceux qui utilisent son image. Et ceux qui utilisent son image de manière négative, ce sont les extrémistes religieux. Quand des extrémistes religieux, quand des terroristes utilisent l'image de Mahomet ou se réclament de Mahomet, on dirait que ça pose de problème à personne.
Autre caricaturiste célèbre de Charlie Hebdo tué dans l'attaque, Cabu. Invité sur notre plateau, le dessinateur français répondait à cette question posée par Patrick Simonin. Est-ce qu'on peut rire de tout le monde? Oui, parce que le sacré qu'on nous impose, c'est leur sacré, mais c'est pas forcément mon sacré. Il faut qu'ils acceptent aussi que moi, j'ai le droit de critiquer les religions comme une idéologie comme une autre, vous voyez. Ce qu'on ne peut pas accepter en France, c'est d'être menacé de mort pour un dessin. Menaces de mort, incendie, ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo est la cible d'une action criminelle. En 2011, le siège du journal satirique avait été attaqué à coups de cocktail Molotov. Le feu avait entièrement dévasté les locaux. À l'origine de cette vague de haine, la une de Charlie Hebdo en 2006. Il s'agit d'une caricature de Mahomet avec cette expression « c'est dur d'être aimé par des cons ». Ce n'est pas la première fois que des médias et des journalistes sont visés en France. Un rappel signé Vincent Pleuvin. Lundi 18 novembre 2013, il est 10h15 quand un homme armé fait irruption dans les locaux du journal Libération. Abdelhakim Dekar, c'est son nom, fait feu à 2 reprises et blesse grièvement un assistant photographe, avant de prendre la fuite. Une chasse à l'homme est lancée dans les rues de Paris. Très vite, les enquêteurs font le rapprochement avec un événement intervenu quelques jours plus tôt dans les locaux de BFM TV. Sur ces images de vidéosurveillance, un homme armé d'un fusil à pompe se rue vers l'accueil. Il s'arrête un instant, laisse tomber 2 cartouches de son fusil, puis repart. L'homme sera arrêté quelques jours plus tard sur un parking de la région parisienne. C'est Abdelhakim Dekar. Dans une lettre, il expose ses motivations. Le propos est confus. Il évoque un complot fasciste et accuse les médias de participer à la manipulation des masses. Dekar n'est pas un inconnu des services de police. Dans les années 90, ce sans domicile fixe a fait de la prison en connexion avec une affaire criminelle. Lors de son procès, il avait croisé les journalistes visés. Depuis les années 60, plusieurs organes de presse ont été la cible d'attentats à la bombe à Paris. Parmi lesquels, notamment, Le Figaro en 1962, Le Monde en 1979 ou encore Libération en 1991. Mais aucune de ces attaques n'avait fait de victimes graves. Koledou Zoupa, le journalisme est un métier à risque. L'histoire du journalisme a souvent été entachée par ce genre d'événements. L'information peut avoir un fort prix. Les journalistes en paient souvent les frais. Plus de précision dans ce commentaire griffé, Rachida Altini. Arrivé quelques secondes après. L'attentat contre le siège du journal satirique Charlie Hebdo était la une de la presse internationale. Toutes les différentes réactions dénoncent une violente attaque contre un symbole français de la liberté d'expression. Il s'agit là de terrorisme à l'état pur. Une attaque brutale à la liberté de critique et de satire, dénoncent plusieurs journaux. L'hebdomadaire français a toujours utilisé ces instruments inhérents aux valeurs républicaines. Il se moque autant de l'islam que du christianisme. Il faut croire que le journalisme est devenu une profession à risque. Les journalistes ne sont donc en sécurité nulle part dans le monde. Dans le passé, Charlie Hebdo a plusieurs fois été dans la ligne de mire des islamistes. En 2006, il avait publié 12 caricatures du prophète Mahomet. Les ventes avaient grimpé en une journée de 140 000 à 400 000 exemplaires et le Conseil français du culte musulman avait demandé le retrait du journal des kiosques. La publication de ces caricatures avait provoqué des réactions et des manifestations dans le monde entier. Cette attaque, il faut le dire, arrive après une hausse constante des tensions ethniques en France. Retour à Niamey avec ce nouveau coup de filet de la police nationale qui vient de démanteler et mettre aux arrêts un réseau de malfrats suite à des enquêtes minutieusement menées par les services de la police judiciaire. Il s'agit de voleurs de véhicules dont certains en provenance du Nigeria voisin. Les détails de notre reporter Rali Hassani. Suite à de nombreuses déclarations de vol de voitures reçues, la police judiciaire a mis la main sur des malfrats. 3 voleurs et 3 autres receleurs. Voilà les 6 malfrats présentés ce mercredi 7 janvier par la police judiciaire. Les 3 voleurs ont dérobé 4 véhicules qu'ils ont tenté d'exporter vers le Nigeria afin de les revendre. La brigade de recherche et d'investigation, grâce à des efforts fournis dans cette enquête, a réussi à récupérer 2 des voitures volées.
L'une des voitures a déjà été décortiquée et déparpillée, la moitié vendue, seuls les sièges ont été récupérés. 5 autres voitures en provenance du Nigeria destinées à être revendues sur le territoire nigérien ont été interceptées. Pour cette brillante enquête, la brigade de la recherche et d'investigation a reçu des remerciements de la part de la police judiciaire, une manière de l'encourager à persévérer davantage dans ce sens. Chapeau donc à la police judiciaire car elle contribue au développement durable de notre pays. Sur un tout autre plan, cérémonie d'ouverture ce matin des assises de la première session ordinaire du comité de pilotage du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex au titre de l'année 2015. Objectif examiné en vue d'approuver le rapport annuel d'activité 2014 et planifier un programme de travail annuel pour 2015. Alimatou Abdou. Question au cours de cette première session ordinaire du comité de pilotage de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex au titre de l'année 2015 d'examiner et d'approuver le rapport annuel d'activité 2014, le programme de travail et le budget annuel 2015 pour les 4 mois restants janvier à avril 2015 pour la clôture du crédit original ainsi que le PTBA 2015 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 sur les crédits additionnels. À 4 mois de la clôture de ce crédit, c'est-à-dire avril 2015, je voudrais souligner pour me féliciter à cette occasion que l'ensemble des indicateurs de performance du projet ont été atteints, voire même dépassés, et le taux de décaissement global sur le crédit IDA est de 98,33% au 31 décembre 2014. Ainsi, ce plan de travail 2015 sur le fonds additionnel nous permettra de poursuivre l'opérationnalisation des interprofessions agricoles, de poursuivre la mise en œuvre des plans stratégiques de filières et le financement des sous-projets de filières, de développer les connaissances et la dissémination des innovations et surtout d'accompagner la migration de certaines initiatives ou le financement des entreprises dans les chaînes de valeur agricoles vers le financement bancaire. Dans le cadre de ce PTBA, nous avons aussi programmé de poursuivre le financement des seuils de recharge des nappes dans les zones à nappes fragiles pour permettre aux producteurs de couvrir leurs besoins en eau pour boucler le cycle de production. Ce PTBA permettra aussi au cours de l'année de financer environ 30 km de pistes de désenclavement des zones de production. Nous avons programmé le suivi environnemental des ressources en eau souterraine dans les différents bassins d'irrigation et des actions non des moindres qui sont d'ailleurs essentielles. L'appui en particulier au Haut Commissariat à l'initiative 3N pour poursuivre la formulation du programme de résilience agricole pour notre pays. Un projet qui a pour objectif d'accroître la valeur de certains produits commercialisés à travers la consolidation des chaînes d'approvisionnement, le développement d'instruments de financement, la sécurisation du potentiel d'irrigation et la coordination de suivi et d'évaluation du projet. C'est ainsi que le projet a atteint ou même dépassé tous ses indicateurs de performance. En effet, à la date du 31 décembre 2014, le taux de décaissement du projet a atteint les 98,33%. En ce qui concerne les grandes réalisations, on note l'équipement de plus de 3200 hectares de terres de petite irrigation privée à base d'oignons ou polyculture maraîchère. La réalisation ou la réhabilitation de 3 comptoirs de commercialisation d'oignons et une plateforme multifonction à Zarnawa. La construction de 201 magasins de conservation d'oignons, 12 aires de collecte commercialisation de l'oignon, 17 unités de transformation d'oignons, la création d'une maison de semences en partenariat avec la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, la construction de 36 km de pistes de désenclavement des zones de production. Les seuils de recharge des nappes et les ouvrages de protection réalisés dans le cadre du projet ont permis de sécuriser 4294 hectares. Au vu des résultats jugés satisfaisants que le projet atteint,
Le gouvernement du Niger a demandé et obtenu de la Banque mondiale un crédit additionnel de 13,8 millions de dollars, soit environ 6,9 milliards de francs CFA, pour consolider les activités déjà réalisées, les compléter dans les maillons jugés faibles en vue d'améliorer l'atteinte des résultats du projet et enfin appuyer la préparation du programme d'atténuation des risques agricoles du Niger avec le Haut Commissariat à l'initiative troisième, le Nigérien nourrissent les Nigériens. Pour terminer, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, président du comité de pilotage du projet, a lancé un appel à tous les participants afin d'examiner minutieusement les documents qui leur seront soumis. Dans nos régions, la commune urbaine d'Arlit a organisé un accueil triomphal à ses sportifs de retour de Dosso. Ils ont participé à plusieurs compétitions sportives dans le cadre de la fête tournante de la République. Retrouvons les temps forts de cet accueil de grand jour dans ce compte-rendu de notre correspondant permanent à Agadez, Ramédé Alassane. Dans la page bilan de cette édition d'information, d'importantes réalisations ont marqué l'année 2014 dans le domaine de la santé, en dépit des séries de grèves des agents du secteur. La maladie à virus Ebola qui a fait trembler le monde a par ailleurs voulu s'aimer la psychose ici au Niger. Fort heureusement, aucun cas de la maladie n'a été enregistré dans le pays. Le commentaire de Mariama Soumana. C'est en effet sur plusieurs kilomètres avant l'entrée de la ville que la population est partie accueillir ces héros de retour de compétition sportive de la fête tournante du 18 décembre qui s'est tenue cette année à Dosso. L'enjeu valait bien une chandelle. L'écurie sportive de la ville d'Arlit a fait une bonne moisson avec une coupe nationale et un bon paquet de médailles de divers ordres. Or, argent et bronze confondus. Après un long carrousel dans la ville, c'est à la cité Somaï que le cortège va jeter l'encre pour la présentation des résultats forts appréciés par le maire de la ville. Ce matin, Dieu fait des choses comme... Il fait de bonnes choses comme on a l'habitude de le dire. Ça coïncide avec l'élaboration de notre budget de 2015. Et chers jeunes sportifs, j'ai le plaisir de vous annoncer que par rapport à toutes ces disciplines, qu'elles soient sportives ou culturelles, le conseil municipal a prévu plus de 200 millions pour venir en appui, en tout cas au municipal. Ces 200 millions, c'est les infrastructures. Nous avons décidé, en tout cas aussi ici à Arlit, même si c'est une commune, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle des stades omnisports communaux. Pour toutes les disciplines sportives et autres en annexe, si pratiquement Inch'Allah. La fois passée, je vous disais qu'on rend hommage et on remercie les sociétés industrielles qui nous offrent gracieusement les restaurations, soit pour faire du sport, soit pour danser, soit pour célébrer notre cérémonie. C'est les sociétés privées, c'est leur volonté, nous les remercions. Appréciation toute partagée par le responsable de la Somaïr, véritable mécène des activités sportives et culturelles de la jeunesse d'Arlit. Donc, il y a quelques mois de ça, effectivement, que j'ai découvert les talents que recèle la commune urbaine d'Arlit à travers les tours de pétanque. Nous avons assisté à un championnat national à Agadez avec M. le maire, bien sûr, pour accompagner et soutenir effectivement l'équipe de pétanque. Nous avons été émerveillés par ces résultats. Et depuis lors, face à ce constat qui s'est concrétisé avec les résultats qu'on vient de nous présenter, il n'y a aucune raison. Face à cet engagement très fort des jeunes, de ne pas les accompagner. Depuis lors, j'ai pris, au nom de la Somalie, l'engagement de vous accompagner pour encore améliorer effectivement. Pour parfaire l'accueil, la direction de la Somaïr, qui a annoncé la poursuite de son accompagnement en faveur de la jeunesse, a offert une soirée de gala agrémentée par des troupes culturelles locales, mais aussi des célèbres chorégraphes venus tout droit du Nigeria. À présent, je vous propose de suivre le bilan sur le plan sportif pour l'année 2014 écoulée avec notre chroniqueur sportif, Daman Abdoulaye.
L'année 2014 a été marquée par d'importantes réalisations dans le domaine de la santé. La plus majeure reste la dotation de 150 ambulances médicalisées au profit des formations sanitaires des 8 régions du pays acquises sur fonds propres de l'État. Ces ambulances permettront ainsi d'alléger la souffrance des populations nigériennes, surtout celles des zones rurales, et d'améliorer significativement la situation sanitaire dans le pays. L'un des faits marquants de l'année 2014 sur le plan sanitaire, c'est l'épidémie du virus Ebola qui a vu le jour dans le sud de la Guinée. Cette épidémie s'est malheureusement rapidement étendue aux pays voisins. Ceux durement frappés sont la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Des cas ont également été détectés au Mali et au Nigeria. Le 8 août 2014, l'OMS déclarait l'épidémie urgence de santé publique de portée internationale. Face à cette menace, l'État nigérien, à travers le ministère de la Santé publique, n'est pas resté les bras croisés. Ainsi, il a été mis en place un plan de préparation à la surveillance et à la riposte de la maladie à virus Ebola. Toujours dans la lutte contre cette maladie, un comité interministériel présidé par le Premier ministre Brigitte Raffini a été mis en place. À cela s'ajoute une communication de masse à travers des spots publicitaires, des campagnes de sensibilisation. Le ministère de la Santé publique a aussi initié des séries de rencontres d'information et d'échanges avec les hommes de médias, les leaders religieux et le corps diplomatique. L'objectif étant d'informer ces acteurs sur les mesures et les dispositions prises par le Niger pour prévenir cette dangereuse maladie. Il a également été créé au quartier Kwarategui un site de prise en charge et d'isolement des cas suspects. Fort heureusement, aucun cas n'a été enregistré au Niger. Par précaution, des dispositifs de contrôle et de détection de la maladie sont installés sur les postes frontaliers et à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. 2014 a été aussi marqué par des séries de grèves des agents de la santé, notamment ceux du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens d'Estis, suivi par le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS, des agents qui revendiquent des incidences financières et des rappels sur salaire. Le syndicat des médecins spécialistes a également été en grève. Ces médecins réclament la revalorisation de leur salaire. Si les revendications du Symphamed et du SUSAS ont connu un aboutissement heureux avec la signature au mois de mai d'un protocole d'accord avec le gouvernement, ça n'a pas été le cas des médecins spécialistes qui attendent toujours la prise en compte de leur plateforme revendicative. Toujours sur le plan sanitaire, l'on retiendra le détournement des moustiquaires imprégnés, un scandale qui a secoué le milieu de la santé. À ce jour, les circonstances du détournement restent méconnues, ce qui remet sur la table le débat sur la transparence et la bonne gestion des biens de l'État défendu par le président de la République. Autre fait marquant, c'est la remise d'un groupe électrogène à la maternité tallaguée par la fondation Tatali Yali en août dernier. Un don qui intervient suite à un reportage diffusé par la télévision Dunia sur les interminables coupures d'électricité constatées dans cet établissement sanitaire. La dotation de toutes les communes du pays en médecins a permis d'améliorer significativement le taux de la couverture sanitaire au Niger, ainsi que la prise en charge des malades. Voilà, et c'est sur ces bilans de l'année sportive 2014 que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de l'H24. Au revoir. Tout comme l'année passée, 2014 a été une année sans pour le football nigérien qui a vu son équipe nationale A, le MENA, éliminé des phases éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2015. Une campagne catastrophique marquée par 3 matchs nuls et 3 défaites pour le 11 national, abandonné à son triste sort par le technicien franco-allemand Gernot Rohr après 4 journées d'éliminatoire. Pas de passe de 3 pour le MENA national qui rêvait d'une 3e participation consécutive à la plus grande messe du football continental au lendemain du tirage au sort qui le logeait dans une poule pourtant abordable avec le Cap-Vert, le Mozambique et la Zambie. Même disette pour les clubs nigériens engagés dans les rencontres africaines écartés lors du tour préliminaire. L'AS Douane en Ligue africaine de football a subi la sévère loi du Zamalek d'Égypte, vainqueur lors de la double confrontation, 1-0 à Niamey et 3-0 au match aller au Caire. Les électriciens de l'ASN Nigelec ont été stoppés net par le club algérien Constantine, 4-1
à 1 au match aller à Alger en faveur des Algériens et 2 buts à 0 en faveur des électriciens. Autre discipline assombrée à l'image du football, la petite reine, c'est le blackout total pour le cyclisme nigérien, absent de tous les grands rendez-vous continentaux, avec une fédération toujours en hibernation, incapable d'organiser même une compétition nationale digne de ce nom. La seule éclaircie est venue de la Ligue régionale de cyclisme de Niamey, qui a créé un cadre pour les cyclistes nigériens en vue de promouvoir la passion des jeunes au pédale. Au niveau des sports de combat, à l'image de la lutte traditionnelle, le sabre national a été remporté cette année par le stratège de Niamey, Yacouba Adamou, sur Ibrahim Namata Dodosso, au terme d'un combat qui a duré 56 minutes et 19 secondes dans une arène de lutte traditionnelle Chetima Talba, pleine à craquer. Une 35e édition dont la parfaite organisation a fait oublier aux amateurs de ce sport roi les émeutes ayant émaillé l'édition précédente. Un retour à la quiétude et à la cohésion nationale, valeur d'ailleurs portée par ce sport et à mettre à l'actif du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération nigérienne de lutte, FENULUT, qui a supervisé également le tournoi de la Coupe Bala Haruna, dont Yacouba Adamou détient le trophée. Concernant toujours le sport de combat, certains ont continué à souffler le chaud et le froid. C'est le cas du judo, où la guerre des tranchées s'est poursuivie entre le président de la fédération et quelques clubs et pratiquants. Malgré une bonne moisson lors des compétitions africaines et internationales, la sérénité de la famille du taekwondo a connu en cette année 2014 quelques soubresauts. Côté sport méconnu, peu médiatisé, mais en devenir, on peut citer la natation et le sambo. S'agissant de la natation, 2014 a vu se ressusciter le sport nautique qui a retrouvé ses lettres de noblesse à travers l'organisation de plusieurs tournois inter-établissements et inter-forces de défense et de sécurité et la formation de plusieurs maîtres nageurs. Un renouveau porté et conduit avec brio par le directeur général de la piscine olympique d'État. Quant au sambo, c'est la véritable révélation e-sportive de l'année. En effet, ce art martial méconnu du grand public nigérien a fait la fierté du Niger avec plusieurs médailles glanées à Casablanca au Maroc, à Yaoundé au Cameroun, en Russie et à Narita au Japon. La palme de la performance revient à deux fédérations, celle de volleyball, la FENIVOLLEY qui est restée constante dans sa dynamique de gagne et la FENISEC qui a su tenir en haleine les hippodromes nationaux avec à la clé la délocalisation de certains prix de la discipline à l'intérieur du pays. Actives l'ont été aussi les fédérations de handball et d'athlétisme avec l'organisation de brillants championnats nationaux. Pour l'athlétisme, la cerise sur le gâteau a été le triomphe de notre compatriote Balkissa Abdoulaye au semi-marathon de Marseille devant plus de 500 participantes et les non moins honorables rangs de 6e, 8e, 11e et 12e rang pour nos 4 vaillants ambassadeurs côté hommes dans cette même compétition sur 1708 athlètes. L'autre feuilleton 2014 a été l'élection du président du comité olympique et sportif nigérien, Kosni, le 27 juillet dernier en faveur d'une assemblée générale extraordinaire. Les résultats du vote ont consacré M. Ide Isaka au poste du président du COSNI en remplacement de M. Doula Talata qui va d'ailleurs contester l'issue de cette élection et porter l'affaire devant les tribunaux. Il faut attendre le mois de septembre pour voir les deux parties faire preuve de dépassement de soi pour parvenir à une entente pour l'intérêt du sport nigérien. Doula Talata retire sa plainte et se voit par conséquent nommé président d'honneur du COSNI, une structure qu'il a dirigée pendant 17 ans. L'année 2015 s'ouvre pour le Niger par l'organisation de la CAN des moins de 17 ans U17 du 15 février au 1er mars prochain. De quoi mettre en scène nos sportifs pour des exploits retentissants et des résultats probants lors de cette nouvelle année 2015.